Le 30 décembre 2025, dans une usine sidérurgique dans la province du Guangzhou, au sud-ouest de la Chine, une nouvelle turbine démarre pour la première fois. Et avec elle, un siècle de technologie énergétique vient de prendre fin. Nous sommes peut-être à l'aube d'un des plus gros changements depuis 2 siècles. Cette centrale ne fonctionne pas à la vapeur. Elle ne fait pas bouillir d'eau. Elle utilise quelque chose que vous expirez à chaque seconde, du dioxyde de carbone. Ce n'est plus une simple expérience de laboratoire, c'est une centrale commerciale de 30 MW, connectée au réseau électrique chinois, qui génère déjà des revenus. Vous savez, depuis l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, absolument toutes nos centrales électriques fonctionnent sur le même principe. Chauffer de l'eau, produire de la vapeur et faire tourner ainsi une turbine. Les centrales à charbon, les centrales nucléaires, les centrales à gaz, le principe reste le même et identique pour toutes. Et pendant plus d'un siècle, personne n'a réussi à faire mieux, du moins jusqu'à maintenant. Ce que la Chine vient de mettre en service s'appelle le Chaotan One, et selon ses concepteurs, cette technologie augmente l'efficacité de génération électrique de plus de 85% par rapport au système traditionnel. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi cette annonce change la donne pour l'avenir de l'énergie mondiale, pourquoi les États-Unis sont soudainement en retard dans cette course-là, et surtout ce que cela signifie pour les centaines de centrales nucléaires de demain. Pour comprendre pourquoi cette technologie va être révolutionnaire, il faut d'abord comprendre ce qui ne va pas avec l'eau. Faire bouillir de l'eau est un processus incroyablement gourmand en énergie. Une partie significative de la chaleur produite par une centrale est littéralement gaspillée dans ce changement de phase, ce passage du liquide au gaz. Les meilleures centrales à vapeur actuelles plafonnent autour de 30 à 40% d'efficacité. Concrètement, cela signifie que 60 à 70% de l'énergie thermique qui est produite est perdue. Le CO2 supercritique résout ce problème d'une manière élégante. Quand vous augmentez la pression du dioxyde de carbone au-dessus de 73 atmosphères, l'équivalent de se trouver à 740 mètres sous la surface de l'océan, et que vous dépassez les 31 degrés Celsius, quelque chose d'étrange se produit. Le CO2 rentre dans un état hybride. Il n'est plus vraiment un gaz, mais il n'est pas encore vraiment un liquide. Il possède la densité d'un liquide, ce qui lui permet de stocker énormément d'énergie, mais il s'écoule avec la fluidité d'un gaz, ce qui réduit considérablement les pertes par friction. Wang Yanping, le scientifique en chef de ce projet-là, le Chaotan One, compare cela à un homme fort pédalant sur un vélo enduit d'huile lubrifiante. Une puissance maximale avec un effort minimal. Et ce n'est pas le plus surprenant dans cette histoire. La centrale Chaotan One est installée dans une aciérie de la ville de Liuplanshu. Désolé si je l'écorche mal, c'est du chinois. Cette centrale, elle va récupérer la chaleur résiduelle du processus de frittage. Donc c'est cette chaleur qui, auparavant, a été simplement perdue dans l'atmosphère. Et va réussir à la convertir en électricité. 2 unités de 15 MW chacune, développées par l'Institut de l'énergie nucléaire de Chine, sous l'égide de la CNNC. Les chiffres annoncés sont impressionnants. Plus de 70 millions de kWh d'électricité par an, générant environ 30 millions de yuan de revenus. C'est environ 4 millions de dollars. Pour mettre ça en perspective, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Libourne par exemple. Le tout dans un espace réduit de 50% par rapport à une installation équivalente à la vapeur. Mais gardez ça en tête parce que ça va prendre tout son sens dans un instant. Car, à votre avis, pendant que la Chine commercialise cette technologie, que font les États-Unis ? Ils expérimentent. Le projet Step Demo, situé à San Antonio, au Texas, a terminé sa première phase de test en octobre 2024. Une installation pilote de 10 MW, donc 3 fois moins puissante que la centrale chinoise, qui n'est toujours pas commercialisée. Le projet, financé à hauteur de 169 millions de dollars par le département américain de l'énergie, vise à atteindre sa pleine capacité et une efficacité de 50% d'ici fin 2025. Sauf que nous sommes maintenant en 2026 et la centrale chinoise fonctionne déjà. L'approche des 2 pays est radicalement différente. Les Américains se concentrent sur la validation scientifique et la sécurité. Les Chinois, eux, appliquent leur philosophie habituelle, donc traverser la rivière en tâtonnant les pierres. Construire d'abord, optimiser ensuite. Cette méthode produit des impasses, certes, mais elle produit aussi des avancées concrètes. Et dans ce cas précis, la Chine vient de prendre une longueur d'avance assez significative. Il existe également une autre entreprise américaine, Net Power, qui développe une centrale de 300 MW utilisant le cycle Allam-Fedved, qui est une variante du système au CO2 supercritique dont je viens de vous parler. Initialement prévue pour 2026, sa mise en service a été repoussée entre fin 2027 et début 2028. Le temps que les Américains terminent leurs tests, la Chine aura probablement déjà déployé cette technologie à grande échelle. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Le véritable enjeu n'est pas la récupération de chaleur industrielle, c'est le nucléaire. Depuis 2009, l'Institut de l'énergie nucléaire de Chine travaille sur cette technologie. En 2024, le CNNC a lancé un projet de démonstration intégrant le stockage d'énergie par sel fondu et la génération au CO2 supercritique, avec une mise en service prévue pour 2028.
L'objectif final est de remplacer les cycles vapeur des centrales nucléaires par des cycles au CO2 supercritiques. Et là, les implications sont considérables. Une centrale nucléaire utilisant cette technologie serait non seulement plus efficace, donc potentiellement 20 à 30% de plus, mais aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Le CO2 supercritique, comme fluide caloporteur direct, élimine le besoin de générateurs de vapeur, de pompes primaires, de pressureurs et de beaucoup de composants. Donc nous aurions moins de composants, ce qui signifie moins de points de défaillance. Et en cas de perte du système de refroidissement, la chaleur se dissipe naturellement dans l'eau lourde environnante, évitant tout risque de fusion dans le cœur. Des recherches menées notamment au MIT et au KIST en Corée du Sud ont démontré qu'un réacteur modulaire de 200 MW utilisant cette technologie-là pourrait atteindre une efficacité de 45% contre 33% pour les réacteurs à eau pressurisée actuels. Certaines configurations avancées visent même 50%. Mais le CO2 supercritique n'est pas sans défi, bien sûr. Par exemple, à haute température et à haute pression, il peut devenir corrosif, particulièrement si la moindre trace d'humidité est présente. Le CO2 pur ne pose pas de problème. Ajoutez de l'eau et vous obtenez de l'acide carbonique sous pression, qui est un cocktail destructeur pour les matériaux. Les ingénieurs ont dû développer des super-alliages à base de nickel et des échangeurs de chaleur à circuit imprimé capables de résister à ces conditions extrêmes-là. La question qui reste en suspens, cette centrale tiendra-t-elle sur le long terme ? Chaotan-1 n'a que quelques semaines d'exploitation à ce jour et nous n'avons aucune donnée sur sa durabilité à 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Clean Technica nous signale d'ailleurs que la Chine a l'habitude de construire des prototypes uniques qui ne se transforment pas en déploiement massif. Elle a construit un seul petit réacteur modulaire, un seul réacteur expérimental à sel fondu, pas des flottes entières. Sauf que cette fois, le contexte est bien différent. La consommation électrique chinoise devrait dépasser les 10 000 milliards de kWh en 2026. La demande explose, donc tirée bien sûr par les industries de haute technologie, notamment celle de l'IA, et la fabrication de véhicules électriques. La Chine a besoin de solutions énergétiques plus efficaces, et elle en a besoin maintenant. Le plan suivant est déjà annoncé, construire des centrales au CO2 supercritique en plein désert de Gobi, là où l'eau est rare, mais le soleil abondant. Ce que nous observons en ce moment pourrait bien être l'aube d'une nouvelle ère énergétique. Après plus d'un siècle de domination, la vapeur pourrait céder sa place au CO2 supercritique. Une technologie plus compacte, plus efficace, plus réactive et potentiellement plus sûre pour les applications nucléaires. La Chine a pris les devants, les États-Unis tentent de rattraper leur retard et l'Europe pour l'instant observe. La transition ne sera pas immédiate. Il faudra des années pour valider la durabilité de ces systèmes, bien entendu, pour résoudre les problèmes de corrosion à long terme également, et pour développer une chaîne d'approvisionnement mondiale en composants spécialisés et dédiés à ce genre de technologie-là. Mais dans tous les cas, le signal est clair, la technologie fonctionne à l'échelle commerciale. Le reste n'est qu'une question de temps et de volonté politique. Messieurs, dames, si cette révolution énergétique vous fascine, si vous voulez comprendre comment l'intelligence artificielle transforme l'ensemble des industries, y compris le secteur de l'énergie, comme on vient de le voir, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre.
Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.